taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Monsieur Eliman Habi Kane. Il est sociologue, il est le président de l'ex-Africa. Monsieur Kane, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayoumar, c'est moi qui vous remercie et c'est toujours avec un grand plaisir que je réponds à votre invitation. Alors, comment décrypter les enjeux sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et surtout nous intéresser de la situation qui prévaut dans la sous-région. Je veux parler du Bénin, mais également de la Guinée-Bissau. Eliman Habi Kane, aujourd'hui, la question, elle est d'abord, quoi qu'on dise, politique aujourd'hui. Il est entendu qu'il y a une crise au sommet de l'État, une divergence de lignes, rupture de lignes, vous nous en direz un peu plus, mais comment appréciez-vous cette situation dépassée ou encore latente au sommet de l'État? Oui, c'est une question assez large. D'abord, là, il y a la situation effectivement dans le pays et dans la sous-région qui est assez préoccupante, mais également qui est liée, imbriquée à le dernier aspect de votre question, à savoir cette crise politique qui s'est annoncée à nous depuis quelque temps au sommet de l'État. Et je pense qu'il y a déjà une crise qui était là, qui était très difficile et durement vécue par les Sénégalais à connotation économique, qui a été exacerbée et même catalysée d'ailleurs par la question de la dette qui, comme elle a été révélée, avec toutes ces irrégularités qui ont alarmé tout le monde, qui ont mis tout le peuple en émoi, mais également qui ont interpellé les partenaires traditionnels avec qui nous travaillons pour gérer l'équilibre budgétaire. Et ceci s'est fait dans un contexte où le président de la République lui-même avait déjà tiré la sonnette d'alarme en parlant de ces marges très limitées ou presque inexistantes en termes budgétaires et financiers. Donc, c'est une situation compliquée post-élection, post-changement de régime, dans une période de transition pendant laquelle déjà les Sénégalais étaient durement éprouvés par les 3 années qui ont précédé cette élection, avec des impacts sur l'économie qui ne bougeait pas trop, avec des impacts sur le vécu social, la qualité des relations sociales, avec un pays divisé en deux, donc où il y a des clivages qui s'accentuaient. Et c'est dans ce contexte-là que également l'économie sur plusieurs secteurs est un peu arrêtée, il faut le dire, liée à certaines décisions, notamment des secteurs pourvoyeurs d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre, comme le BTP, etc. Donc, il y avait déjà cette situation, ce magma qui existait, qui était difficile. Et après, on en rajoute une crise politique qui, en réalité, révèle des luttes de pouvoir. C'est ça qui est dramatique dans l'affaire. C'est-à-dire qu'au moment où les Sénégalais, de façon générale, attendent des réponses urgentes pour sortir d'une situation difficile, alors on en rajoute une crise politique au sommet et liée à des enjeux de pouvoir, mais qui ne fait qu'enfoncer davantage cette situation existante. Parce que la conséquence directe de cette crise au sommet, c'est l'inefficacité gouvernementale. C'est une action collective publique qui est ankylosée, mais également une division sociale qui se réveille, qui, c'est vrai, bouge un peu d'espace, parce qu'avant c'était opposition-pouvoir,
Mais maintenant, c'est à l'intérieur, c'est entre le président et son premier ministre, etc. Dans le même camp présidentiel. Absolument. Et donc, je pense que ça ne fait que affaiblir l'appareil d'État, affaiblir toute l'administration publique, mais également peser d'un poids sur la conscience des Sénégalais de façon générale. Donc cette situation elle est très difficile et dure à vivre par les Sénégalais. Est-elle en train d'impacter sur le plan économique? On a suivi la dernière information avec l'alerte catastrophe de Wall Street sur le Sénégal. Mais c'est déjà le cas. Je pense que si vous voyez bien, et c'est très logique, c'est-à-dire que depuis qu'effectivement une information publique est sortie à travers le monde pour dire que le Sénégal n'est pas un pays sérieux, c'est un pays où on traficote les finances publiques, les données ne sont pas bonnes, etc. Bon, les gens ont commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et donc l'essentiel des relations qui impactent également la santé des finances et les relations financières, y compris dans les partenariats économiques, mais c'est la confiance. Et à partir de là, la confiance entre le Sénégal et ses partenaires s'est effritée. Et ça, c'est une grille de lecture pour apprécier le Sénégal à partir de ces éléments-là, mais qui concourent au processus de prise de décision des partenaires par rapport au Sénégal. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, toutes les structures qui existent, qui surveillent les relations financières à travers le monde, ont commencé effectivement à mal noter le Sénégal. Et ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis parce que, vous savez, ces structures-là, ces agences de notation, etc., fonctionnent sur la base d'algorithmes. Oui. Et ces algorithmes sont renseignés par les informations qu'ils reçoivent. Oui. Et donc, s'il y a déjà de mauvaises informations qui posent problème de confiance sur le Sénégal, et ensuite, il y a d'autres qui renchérissent par des voix officielles qui s'élèvent, qui disent des choses qui n'arrangent pas l'environnement des affaires, et forcément, c'est une dégringolade qui se fait. Oui. Et donc, c'est ce qui justifie cette série. Oui. Et c'est pas fini, ça va continuer, ça va continuer. Mais parallèlement, vous avez aussi suivi une autre information bonne, vous nous direz un peu oui ou non, parce que quand même, avec le troisième emprunt qui fait passer le Sénégal en bourse au niveau régional, par exemple. La BRVM qui a admis 4 tranches d'un nouvel emprunt obligataire sénégalais évoquant des mobilisations importantes sur le marché régional. Oui, un signal de confiance des investisseurs régionaux dans la signature souveraine du Sénégal. Oui, une bonne nouvelle, non? Vous savez, la BRVM, effectivement, existe dans l'espace sous-régional de l'IMOA particulièrement. Mais en fait, il y a un instrument effectivement qui peut permettre à l'État du Sénégal de renforcer sa capacité de faire face à la question de la dette, parce qu'elle lui permet surtout de pouvoir mobiliser des finances, des ressources domestiques. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et ça, effectivement, c'est un bon point pour le Sénégal. Heureusement, parce qu'au moment où les eurobonds et autres deviennent beaucoup plus chers et même inaccessibles du fait de ce qu'on vient de dire sur les problèmes de confiance, alors voilà, il y a cette alternative qui est permise par la bourse régionale des valeurs immobilières qui permet à ce que le Sénégal puisse quand même mobiliser ses ressources. Et c'est dans la stratégie d'ailleurs de la dette sénégalaise. Presque jusqu'à 50% des ressources à mobiliser sont orientées vers l'espace IMOA et ça passe par les obligations que l'État a commencé à lancer. Il y en a jusqu'à 4 depuis juillet 2025. Et donc, voilà. Et ça aussi, fort heureusement d'ailleurs, parce que si vous avez suivi le ministre de l'économie quand il est passé à l'Assemblée nationale, et il a dit des choses quand même assez grave, hein? Mais il l'a dit comme ça, et pour justifier également ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que en fait, la stratégie du Sénégal pour asseoir cette soutenabilité de la dette, mais en réalité, c'est de rester sur la chaîne de Ponzi, c'est-à-dire que le refinancement des emprunts existants et le paiement du service de la dette
on espère ça sur la mobilisation de ces ressources au niveau local pour pouvoir faire le fameux Sulbuki qu'il a lui-même évoqué d'ailleurs. Mais ça, c'est quand même un scénario catastrophe. Et je pense que, bon, fort heureusement, il n'y en a pas que ça dans la stratégie, mais quand même, dire que la soutenabilité de notre dette va se faire parce que tout simplement, sur le principe, en réalité, un État ne paye pas ses dettes, parce qu'il a des leviers qu'il peut utiliser comme donc, le refinancement, etc. Mais ce refinancement-là, il est de plus en plus cher et coûteux. Et donc, ça n'a fait que donc, aggraver la situation, mais on peut-être recule les séances, mais on ne règle pas le problème. Faudrait-il relativiser justement ces notations qui risquent de nous affaiblir aux yeux de l'opinion internationale? Finalement, en tant que je veux un peu solliciter l'œil du sociologue par rapport à ces informations qui nous proviennent de ces agences de notation, pour y retenir au fond quoi? Oui, nous avons une hypothèse sur ça. Oui. Et pourquoi nous avons cette hypothèse, et ce que nous partageons d'ailleurs avec beaucoup d'autres observateurs du milieu, que nous consultons régulièrement, c'est que, en fait, pourquoi toutes ces agences de notation, toutes ces institutions, et maintenant la bourse, Wall Street et autres, etc., faites sur les banques, etc., donc sont enclins à faire des rapports sur le Sénégal, alors que sachant que c'est un pays qui ne représente absolument rien au niveau des finances globales, 0,005%, même pas, tu vois. Donc cela veut dire quelque chose pour moi. De mon point de vue, en fait, ce qui se passe au Sénégal est aussi quelque part un cas d'école qui éprouve justement cette organisation unique de la finance globale, qui, en réalité, quelque part, voilà, est basée sur une asymétrie et domination de certains peuples. Alors, donc, si le Sénégal arrive à dire, les yeux dans les yeux, au FMI, que je ne veux pas de votre plan de restructuration et que je vais moi-même trouver mes propres moyens et je continuerai à payer de la dette, bon, c'est vrai que là, ce n'est plus une question d'honneur, de dignité, etc. Ce n'est pas ça le langage qu'il faut tenir. Mais attention, c'est une première, ou bien c'est en tout cas une défiance qui amène à dire, mais faisons attention. Parce que si le Sénégal va jusqu'au bout de cette tendance et qu'il il s'en sort et il trouve d'autres moyens de le faire, alors cette posture va faire effet boule de neige, donc va faire effectivement tache d'huile. Et ensuite, c'est un peu la chaîne de domino qui va se faire. Donc, ça veut dire que ailleurs, cette expérience va être répliquée et les autres vont commencer à ouvrir les yeux pour se dire, des voilà, institutions pour se dire, financières mais c'est possible. C'est possible. Mais ça, c'est au moment où le Sénégal arrivera en disant non, je ne veux pas de ça, parce que ça peut nous amener à une nouvelle inféodation par vos institutions, mais j'ai quand même une alternative, et une alternative durable. Et si le Sénégal va dans ce sens-là, effectivement, ça risque de faire mal. Et c'est pour cela qu'on dit, l'hypothèse est que, je pense, les gens ne veulent pas que le Sénégal réussisse dans cette perspective et s'émancipe véritablement. Et c'est là qu'il y a, de mon point de vue, un combat patriotique national qui devrait mobiliser tous les citoyens, toute l'expertise que nous avons dans le domaine pour que la capacité de négociation de l'État, du gouvernement du Sénégal puisse être renforcée. Mais pour que ça puisse se faire, il faut d'abord, au sein du gouvernement, qu'ils parlent le même langage. Parce que le Premier ministre ne parle pas le même langage que le ministre de l'économie et le ministre des Finances. Voyez-vous? Et donc, je pense que... sur la question de la restructuration de la dette. Oui, c'est-à-dire ils sont tous d'accord sur la restructuration. Qu'ils ne veulent pas de la restructuration. Ils l'ont dit en tout cas officiellement. Mais nous savions que l'agenda du ministère de l'économie et des finances, c'était d'aller vers et du président même, vers un programme avec le FMI. Mais c'est un programme que le Premier ministre lui-même a abattu publiquement quand il dit que oui, ce n'est pas 1,8 milliard
des FMI qui vont régler nos problèmes. Nous ne voulons pas de restructuration. Donc, je pense qu'il faut que ça soit arrangé à ce niveau. Et cet arrangement doit se faire avec les citoyens sénégalais, avec, je dirais même une task force citoyenne et patriote à mettre en place, parce qu'il y en a des experts. On a même passé hier toute une journée sur ces questions-là avec des experts qui sont prêts à dérouler autour de la soutenabilité ou de la souveraineté de la dette. Voilà, donc des propositions sont là et je pense que, parce que le gouvernement devrait aller dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le gouvernement ne parle pas le même langage, mais ne parle pas officiellement et directement aux Sénégalais pour nous dire clairement, voilà le plan que j'ai. Voilà. La vision du Sénégal par rapport justement aux choix économiques et même sur le plan financier à entreprendre. Absolument, parce qu'aujourd'hui, au contraire, même les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures mobilisatrices. Des Sénégalais, ni encore, ni de rétablir une confiance. Parce que c'est quoi? C'est la fiscalité agressive. Voyez-vous, donc les Sénégalais, au bout de la chaîne, ressentent encore le poids de la dette. Parce que ce sont eux, finalement, qui font l'effort pour payer de la dette. Mais regardez les chiffres, c'est pas normal, c'est pas possible. On ne peut pas mobiliser des ressources, pressuriser les Sénégalais, pour ensuite aller payer le service de la dette. Parce que ce service de la dette, il est énorme. Presque 5 500 milliards en 2026. Mais beaucoup pensent qu'il faut refuser de payer cette dette-là. Est-ce que c'est une tendance acceptable? En tout cas, elle n'est pas payable. Elle est impayable, cette dette. On n'a pas les capacités de les payer. Donc, comment faire pour ne pas les payer? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on ne le paye pas en plongeant dans un chaos. C'est ça la question aujourd'hui. Mais quelle est l'alternative à cette dette-là aujourd'hui? Alors, moi, je pense que d'abord, ce que nous proposons, nous, c'est de faire d'abord un audit citoyen de la dette qui puisse permettre d'aller de fond en comble et de bout en bout pour quand même sortir un plan clair de sortir de cette crise de la dette. Mais en attendant, je pense qu'au moins une mesure devait être prise. C'est-à-dire la dette qui est jugée irrégulière, donc hors circuit budgétaire, donc qui est illégale, parce que la loi du Sénégal dit que tous les engagements doivent être prévus par le budget. C'est la loi des finances ou bien une loi des finances rectificative, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je pense que ça, au moins, on peut se dire, attention, ça, on ne peut pas le payer pour le moment. Mais il faudrait qu'on s'accorde sur ça également, que c'est une réalité aujourd'hui, qu'il existe aujourd'hui une dette qui a été hors circuit. Mais ça, c'est clair, Il suffit de revoir le rapport de la Cour des comptes, qui est une institution quand même qui a cette mission sur le plan des finances publiques, donc judiciaire. Et donc, qui a fait un rapport qui a dit clairement, effectivement, mais il faut situer les responsabilités. 4 000 milliards. 4 000 milliards, c'est selon le rapport. Ensuite, ça a évolué, parce que maintenant, on parle de 7 000 milliards, etc. C'est maintenant une dette à 3 chiffres. Voilà, voyez-vous. Et donc maintenant, ça, quand même, c'est établi. C'est établi, c'est clair que cette dette-là, elle n'est pas passée par les circuits normaux. Et donc, il y a des responsabilités à situer. La responsabilité de ceux qui ont emprunté ces dettes-là sans respecter la loi. La responsabilité de l'Assemblée nationale qui a l'autorité sur les finances publiques, parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois des finances, etc., qui donc confère le budget à l'État et lui donne les autorisations qu'il peut avoir ou pas. Donc, il y a d'autres responsabilités, même du FMI qui devait contrôler régulièrement nos comptes nationaux, etc., et faire des rapports. Donc, du moment où toutes ces responsabilités sont établies, c'est légitime qu'on se dise qu'on arrête. Ça, on met de côté en attendant de voir clair. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est-à-dire déjà dans la loi des finances rectificative 2025, on a intégré 2500 milliards à payer. Mais regarde, ce que nous collectons, c'est 3 000 milliards, etc. de collecte de recettes. Toi, tu t'engages à payer dans ça 2500 milliards. En 2026, tu dois payer 5 497, et autres milliards. Sur 6 000 milliards de besoins d'investissement. Mais
comment on va faire? C'est pour ça que je dis que c'est impayable. Et beaucoup de chercheurs sérieux disent que c'est impayable, que cette dette n'est même pas soutenable, malgré ce que dit le ministre de l'économie. Donc, il faut s'arrêter et prendre des mesures. Et pour moi, l'une des premières mesures, c'est de dire que au moins ce qui est illégal, là, je mets de côté. Ça me donne au moins une marge. Voyez-vous? Ensuite, maintenant, on discute, on va... Où sont les responsables? Mais ça, il faudrait aussi l'accord des partenaires internationaux. Oui, mais ça, c'est une question de négociation. Et pour moi, justement, c'est là que l'État doit surtout s'occuper de comment il se donne et qu'il renforce ses propres capacités de négociation. Pour moi, l'État du Sénégal ne doit pas aller au FMI en leur disant oui, on a fauté, mais on accepte sur la base du principe de continuité de l'État et on va maintenant tout remettre au vert. Non, non. Je pense qu'il faut poser le débat en termes. Vous aussi, vous êtes responsable autant que nous. Maintenant, essayons de voir ensemble comment on fait. Co-partager les responsabilités. Oui, c'est ça, pour moi, tout c'est dans les termes de la négociation. Il ne faut pas y aller en courbant le Chine, en disant oui, nous avons fauté, même si ce n'est pas nous, ce sont les autres. Non, on y va avec quand même des arguments pour leur dire que, ben voilà, je pense que vous étiez là, vous-même vous avez fait des rapports, vous avez fait des conférences de presse avec les ministres des Finances qui étaient là avant pour dire que de belles choses de nos finances publiques, etc. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, donc, voyons comment on peut gérer ça tous ensemble. Et comment mais ça, il faut le faire quand même aussi dans la discrétion. On ne peut pas faire ça, ensuite se mettre sur la place publique pour taper sur celui dont on veut recevoir des ressources. Parce qu'au moment où le Premier ministre faisait ça, mais le président public demandait au FMI de presser le pas. Donc il était quand même pressé à les accueillir, aller avec eux vers un nouveau programme. Au moment où, effectivement, son Premier ministre dit le contraire et crée donc des réactions là-bas qui sont des réactions amplifiées jusqu'au niveau donc, des critères de notation de notre économie. Et donc, il y a un devoir ou une nécessité d'harmonisation au sommet de l'État face justement aux partenaires internationaux, surtout au FMI. J'avais entendu le Premier ministre parler lors du plan social qu'on a besoin d'un pacte, ou je ne sais pas comment il a écrit, pacte national ou sursaut national, quelque chose comme ça. Mais exactement, c'est de cela que le Sénégal a besoin aujourd'hui. Et ça, vraiment, il faut un leadership qui s'affirme. Mais malheureusement, là où ce leadership devait s'affirmer, c'est là qu'on voit que le leadership est en train de s'effriter et de s'affaiblir parce qu'ils sont en train de se mettre en guerre les uns contre les autres. Sont-ils en train de dépasser cette crise pour comprendre quelque part que l'enjeu, il est ailleurs, il est dans la mobilisation des Sénégalais face justement à des défis à relever, surtout économiques? Alors, les signes que nous voyons ne nous permettent pas d'être très pessimistes, d'être très optimistes, parce qu'on a vu que cette crise a été étalée dans l'espace public et en profondeur dans leur propre parti. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu qu'il y a des acteurs beaucoup qui s'agitent et on voit des pro-Sonko et pro-Diomaye. Et je pense que l'affaire, effectivement, le nœud, c'est à leur niveau, tous les deux. Ils sont les seuls à avoir les clés pour enlever cela. Mais en réalité, c'est déjà cassé. Il y a quelque chose qui est déjà cassé. Voilà. Donc, et je dis que d'ailleurs, dans cette situation, avec ce qui est déjà cassé, alors, plus on prend le temps, c'est-à-dire plus on est dans le dilatoire ou bien dans la politique d'Autriche pour régler définitivement ce différend et aller de l'avant, plus on met le pays en danger parce que tout simplement, il y a, comme je le dis, ces divisions internes qui vont impacter sur l'efficacité de l'action gouvernementale. Une chose est de constater ces difficultés, une autre également est d'aller vers des réformes aujourd'hui. Il est question de plus en plus, justement, de réactualiser et de passer à l'action par rapport aux réformes qui sont attendues, notamment sur le plan judiciaire aujourd'hui. Alors, comment analyser la situation actuelle? Comment comprenez-vous ce retard dans
la mise en application des réformes. Oui, ça, on ne le comprend pas. Et je l'avais, en tout cas, apprécié comme étant une procrastination qui n'est pas acceptable. On ne comprend pas pourquoi toutes ces lenteurs dans la mise en œuvre des réformes. Parce qu'eux-mêmes, avant de venir au pouvoir, avaient martelé avec nous autres, avec beaucoup d'autres de la société civile, etc., qui ont travaillé dans cette perspective de refondation, donc qui a été cristallisée depuis les assises nationales, ensuite la CNRI, etc. Et le président lui-même qui dit que les assises nationales sont la boussole de son action et qu'il avait promis effectivement des réformes en signant le pacte, etc., avec une partie de la société civile. Mais on ne comprend pas. Je pense qu'il est en train de refaire la même erreur que Macky Sall, c'est-à-dire de n'avoir pas fait les réformes profondes de refondation de ce pays dans les 2 premières années de son magistère. Et après, vous voyez-vous, ça a commencé d'ailleurs, vous êtes rattrapé par des enjeux de pouvoir, parce qu'on s'approche d'élections législatives, juste après, ensuite il y a les élections, l'élection présidentielle qui vient, c'est dans 3 ans, hein, c'est les plus loin. Il y a les locales déjà dans 2 ans. Les locales d'abord, n'est-ce pas, voilà, en 2027, c'est ça. Donc, il fallait très tôt s'occuper des réformes et pour même faciliter son action. Parce que la vision 2050 qui a été avancée, avec ses piliers, surtout le pilier 3 sur les questions de gouvernance, etc., donc parle des réformes. Donc pour que cette vision s'applique et se mette en œuvre, et surtout aussi un autre élément important qui est lié à la refondation, c'est-à-dire qu'il faut moderniser notre administration, parce qu'on a une administration qu'il faut carrément relooker pour qu'elle puisse être en phase avec les ambitions qu'ils ont dans la SND déjà, et donc dans la vision 2050. Donc ces réformes, c'est le préalable, dirait-on, en matière de gestion de projet. Il y a des préalables qu'il faut régler. Hein? Comme il y a le fameux chemin de Grant là qu'on utilise, alors il faut régler ces problèmes-là pour que tout le reste puisse se faire. Il faut mettre le matelas douillet sur lequel on pourra effectivement ensuite s'épanouir comme il se doit. Donc, mais sur ce plan, malheureusement, il y a une procrastination. On ne voit pas encore les réformes, même des assises de la justice. Hein, on nous annonce une commission qui travaille, mais bon, voilà, ça c'est un peu lent. Mais également, ils ont fait un dialogue politique qui a été complètement raté parce que c'est resté un dialogue électoral. Et ce qui change le pays, ce ne sont pas des réformes du processus ou du système électoral, mais c'est des réformes en profondeur du système politique dont on a besoin. Et c'est ça la refondation. Et on est encore loin de ça. Et donc, il n'y a pas encore cette discussion encore élargie, ouverte, qui devrait peut-être s'aligner sur les propositions du pacte que le président avait signé, mais même au-delà de ça, s'ouvrir, mais pour voir les véritables réformes en matière de gouvernance qui ne sont pas encore là. Pour l'instant, voilà. Et puis ça, il faut le faire de façon holistique, harmonisée et globalisée, mais pas de façon disparate. Comme il y a eu quelques lois qui ont été prises, qui sont bien, hein, sur l'OFNAC, sur l'accès à l'information. Les lanceurs d'alerte, c'est un peu, pour moi, précipité. Il y a des petits problèmes qu'il faut revoir aussi, même sur l'accès à l'information, etc. Mais bon, ça, c'est déjà pris. La déclaration de patrimoine, bon, c'est pas exhaustif, hein, parce que la question du président lui-même demeure, qui est gérée par la Constitution. Donc, toutes les réformes dont on avait besoin, de mon point de vue, moi, parce que j'ai même publié un article sur ça, quelle réforme de la gouvernance pour la transformation du Sénégal, c'est-à-dire il fallait carrément refonder et revoir même la Constitution du Sénégal. La Constitution? Absolument. Oh oui, pour attendre quoi de cela? C'est-à-dire pour quelle finalité? Alors, parce qu'on parle de refondation. La refondation, c'est pas... Parce qu'on en parle de façon globale. C'est pas du maquillage. On en parle de façon globale, mais quel entendement faudrait-il en avoir? Oui, d'accord. Je pense que quand on parle de refondation, le diagnostic a été clair. C'est-à-dire il y a l'hyperprésidentialisme qui posait problème, qu'il fallait revoir. Donc, il fallait un partage du pouvoir et que ce partage du pouvoir devrait se faire à l'échelle décentralisée. Hein? Donc, ça, c'était un élément important. Mais aussi, il faut que les institutions de la République reflètent nos réalités socio-culturelles. Il y a beaucoup de
parties de notre société importantes qui sont en rade de la République. On peut dire même aujourd'hui que nous avons encore un État qui est marginalisé par rapport à la société. Voyez-vous comment l'informel plombe notre économie. Hein? Donc, qui est marginal finalement? C'est le formel qui est marginalisé. Parce que c'est toute cette ce qu'on appelle une marginalité active, mais elle est plus importante. C'est dans le secteur économique, dans le secteur social. Les lieux d'inscription des Sénégalais, c'est où? C'est dans les familles religieuses, c'est dans les associations religieuses, c'est dans les associations de quartier, etc. Mais pourquoi on n'amène pas le pouvoir à ce niveau? Pourquoi on n'amène pas le pouvoir au niveau local, à proximité des citoyens, pour que, et ensuite avec les moyens, quand je dis pouvoir, c'est pas seulement des décisions, mais avec les moyens, c'est-à-dire qu'il faut revoir la structure de notre budget. Mais justement. Le budget ne peut plus être centralisé. Regarde, les transferts vers les collectivités territoriales ne signifient absolument rien. Et il paraît que ça a diminué encore, parce qu'on est en train de resserrer les choses. Alors que cette décentralisation complète devrait se faire pour qu'au moins la moitié du budget puisse être directement collecté et géré au niveau des collectivités territoriales. Parce que finalement, la tradition connue, c'est d'aller à l'Assemblée, voter des budgets qui sont logés dans des ministères. Finalement, ne devrions-nous pas revoir cette pratique très loin des préoccupations réelles des citoyens? Vous voyez, Baymar, l'Assemblée nationale a été dissoute. Il y a une nouvelle assemblée qui se disait être une assemblée de rupture. Mais est-ce que vous avez vu les ruptures dans la façon dont fonctionne cette assemblée nationale? Prenez cet élément central qui est le plus important et qui est au cœur de la démocratie, c'est-à-dire le budget. Parce que le budget, c'est d'abord la participation citoyenne, c'est-à-dire les impôts que les contribuables payent, mais également, le budget est destiné à régler les problèmes des Sénégalais. Voyez-vous? Et donc, c'est là où la démocratie devrait s'exprimer de la façon la plus élégante. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est toujours le même cycle budgétaire. C'est-à-dire que même l'Assemblée nationale qui a, on l'a dit tout à l'heure, l'autorité sur le budget, sur la loi des finances, ne fait absolument rien sur le budget. Le budget est entièrement préparé par l'administration des finances publiques, avec le reste des administrations. Les arbitrages se font à ce niveau, etc. Même le débat d'orientation budgétaire, en réalité, finalement, c'est quoi? C'est peut-être un espace de dialogue démocratique, surtout la partie visible avec la présence des médias, etc. Mais ça n'apporte pas grand-chose sur l'orientation budgétaire, en réalité. Parce que les arbitrages sont faits ailleurs, par l'administration elle-même. Hein, voyez-vous. Les portefeuilles également. Donc, ça n'a pas changé. Et dans l'imaginaire, faudrait-il, en parlant de refondation, essentiellement revoir ce mode de gouvernance? Mais je pense que c'est ça les attentes. Hein. Et c'est ça aussi qui est dans l'esprit de ce que le président considère comme étant sa boussole, les assises nationales et la CNRI. Et donc, c'est à ce niveau-là vraiment... Marquer la rupture. Oui, qu'on attend des réformes en profondeur. Les institutions démocratiques de dialogue. On a supprimé le HCCT, on a supprimé le Conseil économique, social et environnemental. Mais on a quand même besoin d'espace de dialogue et de contribution par lesquels passent les citoyens à travers les associations et les autres structures sociales traditionnelles pour refléter leurs aspirations. Et remonter même ces souffrances, ces préoccupations. Mais voilà. Et en même temps, pour moi, la HCCT, peut-être dans sa forme, posait problème, forme passée, mais on a besoin d'une structure comme ça qui assure la régulation et la mutualisation des ressources de toutes les collectivités territoriales. Mais revoir le mode de représentation à ce niveau et leur donner le pouvoir même de planification. Pour moi, les ministères en charge de décentralisation, ça n'a pas de sens. Si on veut vraiment faire de la décentralisation, il faut une structure collective, collégiale, au niveau décentralisé, où se retrouvent les élus et qui eux-mêmes définissent les stratégies de
de planification collective, concertée, de distribution des ressources. Et donc, c'est ça qui facilite justement cet autre objectif qui est avancé dans l'agenda 2050 concernant les pôles économiques. Parce qu'il faut quand même le niveau de planification soit proche des populations et harmonisé. Et si on les laisse entre eux discuter, ils peuvent savoir comment régler les principes et les critères de cohérence. Parce que si c'est un ministère qui fait des découpages, et souvent par le passé, des découpages qui ont été faits, je parle de l'aménagement du territoire, qui ont été faits sur la base de calculs purement politiciens, alors ça ne sert pas le développement économique. Donc il faut rendre ce pouvoir aux collectivités territoriales et leur donner leurs propres instances de planification, d'autorégulation et de décisions avec aussi le budget qu'il faut leur allouer. Tout en aussi veillant à ce que tout se passe dans la transparence. Mais le contrôle. Oui, le contrôle. Il faut le contrôle de l'égalité qui doit être renforcé. Parce que autant tu leur donnes cette autonomie dans la gouvernance des collectivités territoriales, autant tu assures effectivement un contrôle permanent, un double contrôle d'ailleurs, un contrôle des organes qui sont dédiés à cela, des organes de contrôle qui existent, mais qu'il faut relooker et décentraliser. Voyez-vous? Et en même temps aussi, surtout ce qui est plus important, le contrôle citoyen qui doit être institutionnalisé. C'est-à-dire qu'au niveau des collectivités territoriales, on n'attend pas que le maire dise « Oui, mais le conseil municipal est ouvert, qui peut venir, mais vous venez, vous restez. » Non, on doit pouvoir institutionnaliser le contrôle citoyen. Et il y a eu des essais, des expériences en ça. Moi-même qui vous parle, quand on était tout à l'heure, on reparlait de Mohamed Mbouch du Forum civil. À l'époque, moi-même, il m'avait chargé de gérer ce programme de certification citoyenne. De délivrer des certificats. Qui était une expérience de contrôle citoyen actif. Et on avait installé au niveau des collectivités territoriales qui étaient volontaires à l'époque, donc des comités de certification citoyenne locaux et qui venaient pour exercer ce droit citoyen d'accès à l'information, pour s'informer, pour ensuite, sur la base de référentiel qui a été carrément mis en place avec des critères très précis et rigoureux. Voilà. Et donc, non seulement de venir faire le travail, donc d'indexer un peu et d'évaluer, mais surtout de donner des cahiers de recommandations. C'est-à-dire ça, non seulement, le suivi. Voilà. Voyez-vous, donc non seulement c'est une participation, mais une participation constructive avec aussi donc une dimension de contrôle, donc qui existe la transparence dans la gouvernance des ressources au niveau des collectivités territoriales. Donc alors, ça existe. Il faut juste, travailler sur ça. Et puis planifier, comme vous dites, déconcentrer, décentraliser. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la reddition des comptes, parce que tout est question aussi de bonne gouvernance, Eliman Apikan, de ce point de vue, quelle appréciation faites-vous? Si on devait évaluer à mi-parcours cette politique de réédition des comptes, justement, que retenir aujourd'hui? Bon, on peut dire qu'il y a des efforts quand même. Et il y a des efforts et il y a une volonté affirmée. Parce que le président de la République, assez tôt, a donné le ton quand même et a beaucoup insisté sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité. Voyez-vous, il a tellement martelé dans ses premiers discours la fameuse loi portant code de transparence, qu'il connaît bien parce que lui, étant inspecteur des impôts et domaines, était surtout directement assujetti par cette loi-là. Alors, mais voilà, en pratique, on attend encore des résultats concrets. Il y a aussi les autres lois qu'on a citées, qu'il a eu à prendre, etc., qui renforcent le dispositif de redevabilité, de contrôle, etc. Il avait aussi, vous vous rappelez, insisté sur la publication des rapports, mais il y a toujours des rapports qui ne sont pas publiés, même ceux qui sont donc sollicités publiquement pour dire, bon, Monsieur le Président, vous aussi, vous aurez aidé en déclassifiant certains des rapports qui posent problème parce qu'on en parle. Et donc, je pense que la volonté doit aller jusqu'au bout sur ces plans-là, clarifier tant qu'il y a besoin, et surtout quand il y a une demande citoyenne à ce niveau-là. Et maintenant aussi, bon, il y a l'OFNAC aussi, on a un peu traîné les pieds, parce que depuis un certain temps, on n'a pas eu d'organe de lutte contre la corruption. Mais heureusement qu'aujourd'hui, l'OFNAC est remis en place, etc.
selon un processus qui peut être valorisé sur le principe. Maintenant, il faut aller plus loin pour voir exactement, concrètement, comment tout ceci s'est passé. Mais également, est-ce que le profilage tient compte de toutes les missions et surtout des missions protéiformes de l'OFNAC. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quand même, il y a une domination, ou bien il y a presque que des juristes, magistrats, etc. Alors que l'OFNAC, il y a des dimensions très importantes par ailleurs, donc qui dépassent les compétences de juristes seulement. Et je pense qu'à ce niveau, il y a des choses qu'il faudra revoir peut-être prochainement. Et donc, voilà, je pense que sur ce plan-là, il y a la volonté qui est affichée, il y a des actes qui sont posés. Et maintenant, on attend les résultats. Il y a eu quelques ratés aussi, surtout la gestion de la redevabilité au niveau de la justice. On a vu que quand même, il y a eu des problèmes qui sont créés, surtout dans le cadre du respect des droits humains, etc., dans le cadre des procédures qui laissent à désirer parfois. Et je pense que de ce point de vue-là, la justice également a un rôle à jouer et qu'elle doit jouer de façon autonome et indépendante. Et pleinement. Aussi, un autre sujet qui a été évoqué, c'est dans le cadre des violences politiques de 2021-2024. Aujourd'hui, les victimes réclament justice. Alors, à ce niveau également, quel processus pour justement résoudre cette difficulté? Oui, je pense que là aussi, il y a des problèmes à ce niveau. La manière et l'approche qui a été utilisée n'est pas des meilleures pour un état de droit. Parce qu'on ne peut pas choisir d'indemniser certaines victimes, même s'il y a un jeu qui se fait sur les termes pour dire non, ce n'est pas une indemnisation, c'est assistance sociale. Même l'assistance sociale doit répondre à des critères d'équité. On ne peut pas donc orienter l'assistance sociale à ses partisans. Voyez-vous? Et donc je pense que là, la justice devrait précéder. Et la justice devrait précéder, ça veut dire quoi? Il fallait accélérer effectivement les procédures pour que les responsabilités soient situées, les victimes soient clairement identifiées. Mais ça, eux-mêmes, ils ont posé un acte qui constitue la première barrière. C'est le fait de ne pas aller au bout de la logique pour, comment dirais-je, la loi d'amnistie et de tenter une relecture qui n'a pas fonctionné et qui maintient cette loi d'amnistie. Tant que cette loi est là, il sera difficile de situer les responsabilités avant de passer à une indemnisation. Et donc, je pense qu'à ce niveau, effectivement, il y a un sérieux problème qui mérite d'être réglé. Mais sur le principe, c'est quand même légitime de réclamer justice. Mais il faut réclamer justice. C'est pour ça qu'il faut enlever cette loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie, justement, ce que je dis, une entrave à l'expression libre et transparente de la justice. Voilà. Donc, je pense qu'on ne comprend pas à ce niveau pourquoi le régime ne veut pas prendre les choses en main à ce niveau, bien à changer de posture, tout simplement. Oui, il y a également la baisse des prix de certaines denrées de premier plan. Je veux parler du riz. Il y a également le gasoil, l'essence, les produits énergétiques. De ce point de vue, quelle appréciation en faites-vous? Oui, c'est de bonnes nouvelles. Parce que les Sénégalais sont tellement fatigués qu'effectivement, il faut dire bravo quand il y a cet effort pour réduire le coût de la vie. Parce que le pouvoir d'achat des Sénégalais s'est effrité pour plusieurs raisons. Pas seulement le coût de la vie, mais d'autres aspects. Enfin, c'est la même chose. Tout est devenu cher ici. Oui. Et alors, pendant que normalement les ressources naturelles sont exploitées maintenant, alors justement à ce niveau, les attentes sont énormes. Entre la balance que nous provient justement les recettes tirées de ces ressources naturelles et la dette qui est colossale, en tout cas l'équilibre n'est pas établi. Mais non, et ça on l'avait dit très tôt. On avait averti pour dire attention au discours sur les ressources naturelles. Ces ressources ne sont pas si importantes en matière de revenus qu'elles nous apportent, alors qu'elles comportent énormément de risques
de problèmes, espérant que ça ne se produise jamais chez nous. Voyez-vous, donc, les ressources naturelles, en l'état, sur la base des types de contrats que nous avons signés, ne permettent pas de tirer énormément de revenus pour financer notre économie ou équilibrer. Donc, ce gouffre de la dette dont vous parlez. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo. Là où on attend presque 250 milliards, où tu dois rembourser 500 milliards, il n'y a pas photo. Donc, il ne faut pas espérer sur les ressources naturelles pour cela. Ce n'est pas possible. Et ça, on le savait bien avant, parce que des modélisations ont été faites. Et voyez-vous, donc, et c'est dans ce contexte d'ailleurs que cette décision, ou bien cette annonce du gouvernement de nationaliser le projet Yakateranga est intéressante et mérite réflexion. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui motive cette décision-là, parce que quelque part, ce n'est pas une si mauvaise chose. Surtout que BP a quitté le consortium, il restait que le Sénégal et Cosmos. Et apparemment, le Sénégal veut même faire sortir Cosmos pour nationaliser. Je ne sais pas. Bon, on n'a pas besoin, on peut juste prendre la majorité et avoir quand même d'autres partenaires. Parce que les partenaires, ce qu'ils peuvent apporter, au-delà du financement, peut-être que si nous avons d'autres solutions de financement, ce qui est possible, là, les partenaires ont quand même quelque part où ils peuvent nous apporter, c'est-à-dire ils ont la technologie. Hein? Et donc, je pense que cette décision mérite réflexion. Et on va en savoir plus sur les motivations et les plans de l'État. Parce que financer nous-mêmes l'exploitation de ces ressources dans le contexte actuel où nous sommes très endettés et nous avons peu de masse de manœuvre sur le marché financier, c'est assez compliqué. Sauf si par ailleurs, ils ont peut-être des plans secrets pour utiliser les leviers monétaires, c'est-à-dire pour le faire financer par nous-mêmes. Et donc, on ne sait pas trop. Mais ça nous intéresse d'avoir plus d'informations sur cette annonce qui a été faite. Alors, le dernier tournant de cette émission, avec la situation dans la sous-région, je parlais du Bénin. La tentative de coup d'État a avorté. Vous avez suivi la déclaration de la CEDEAO avec l'intervention des pays comme le Nigeria. Aujourd'hui, justement, après cette tentative d'échec, quelque part, que faudrait-il comprendre? L'échec des politiques, l'échec de la démocratie ou la militarisation est de retour? Oui, ce qui est évident, c'est que la démocratie libérale à l'Occident a échoué en Afrique depuis longtemps. Voyez-vous, même si on a voulu les ressusciter après le sommet de Bâle, etc., les conférences nationales qui avaient permis, c'est vrai, de stabiliser certains pays, dont le Bénin, avec le départ de Mathieu Kérékou à l'époque. C'était une belle école démocratique, avec des transparences. Voilà, le Congo, etc., dans tous ces pays-là. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus flagrant parce que ces ruptures démocratiques, ces ruptures constitutionnelles se sont élargies. C'est dans tout l'espace du Sahel aujourd'hui. Surtout donc de l'Afrique francophone. Alors, qui doit nous poser beaucoup de problèmes pour voir mais pourquoi ça ne marche pas. Et donc, on ne peut pas ne pas faire le lien entre cet échec démocratique et les questions de gouvernance. Et voilà, donc je pense que c'est sur le plan de la gouvernance qu'on a failli, qu'on n'est pas arrivé à répondre aux aspirations de nos populations, qu'on a mis en place des régimes kleptocrates, il faut le dire, c'est ça, et jouissifs du pouvoir, etc. Et donc, en oubliant de grandes parties de leur communauté. Vous voyez ce qui se passait au Mali, qui n'avait plus les moyens de s'occuper du Nord, etc., parce qu'il n'y avait pas d'investissement d'infrastructures vers ces zones-là. Et c'est pareil au Burkina. Et donc, ce sont des zones délaissées par une gouvernance déséquilibrée qui ont favorisé en fait ce qui s'est passé dans ces pays, la déflagration. Mais un pays comme le Bénin qui s'apprêtait à aller aux élections et finalement qui est rattrapé justement par un coup d'État. Oui, le cas du Bénin est quand même spécial, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes sur les libertés.
il y a aussi des problèmes d'inégalité. Malgré tout ce qui s'est passé en matière de croissance et une nouvelle image qui a été propulsée par le président Talon, ça il faut le dire, c'est vrai, mais il faut aller au-delà de la façade. Et donc, qu'il y a quand même des problèmes sérieux, des divisions internes sur le plan des inégalités, sur le plan également du respect des libertés, donc de la démocratie qui s'est posée. Et donc, et puis en même temps aussi la façon dont les gens quittent le pouvoir aujourd'hui sans vraiment le quitter en mettant en place les personnes qu'ils souhaiteraient y mettre, ça aussi c'est un autre facteur qui amène des frustrations et qui peut expliquer par exemple ce qui s'est passé au Bénin pour stopper donc une dévolution du pouvoir qui se préparait, mais qui se préparait en respectant la démocratie institutionnelle parce que comme je l'ai dit, quand même beaucoup d'opposants ont été éliminés, mis en prison, etc. C'est la même chose en Guinée, etc. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, au Mali, c'est quand même assez triste de voir que voilà, des acteurs disparaissent du jour au lendemain, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, et qu'il y a des pouvoirs qui s'installent, qui s'imposent, et dans une rupture constitutionnelle, sans qu'on sache vraiment qu'effectivement, il y a un soutien vraiment populaire démocratique, parce que c'est difficile de le savoir aujourd'hui, surtout dans ces zones de guerre-là. Alors, une dernière question. Alors, elle s'adresse justement aux sociologues. Malick Ndiaye parlait de société d'accaparement. Aujourd'hui, le véritable problème, parce que nous avions commencé par parler de nécessité de refondation, le problème n'est de rien d'autre qu'un problème de gouvernance, avez-vous conclu quelque part. Est-ce que c'est cela qui explique par le fait que, oui, il l'appelait société d'accaparement, 1% détient toute l'économie? Absolument, parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire cette éthique-là, oui, il avait qualifié l'éthique Tchedo et la société d'accaparement, et pour démontrer effectivement que nous avons tendance, nous, un peu presque naturellement, à patrimonialiser le bien collectif. Donc, à s'accaparer de tout, effectivement. Et il suffit de voir comment se comporte quelqu'un qui est nommé à la tête de l'administration, qui se comporte comme si ça lui appartient, c'est sa maison, qui choisit avec qui il travaille, ses amis, ses parents, etc. Le népotisme qu'il y a eu, les recrutements clientélistes, etc. Tout ça au service d'intérêts privés. Et on oublie effectivement donc de prendre en charge l'intérêt collectif. Et alors que c'est ça qui garantit effectivement l'équilibre et l'équité sociale. Et donc quand il n'y a pas cet équilibre et l'équité sociale et que c'est ressenti directement par les Sénégalais, où on dit que oui, c'est le pays où effectivement l'important n'est pas d'avoir des compétences ni d'avoir des diplômes, mais il faut connaître quelqu'un ou être apparenté à quelqu'un pour trouver son chemin. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est aux antipodes de la République, de la res publica, cette chose publique qui doit se faire dans l'égalité et l'équité. Donc voilà, ça, c'est des comportements qui sont très agrégés chez nous et effectivement qui rendent compte d'une certaine culture qui n'est pas favorable au principe de gouvernance, au principe d'équité. Et c'est pour cela qu'il est attendu de la part des pouvoirs publics des réformes profondes sur cela et surtout une certaine rigueur dans l'application. Mais ce qu'on voit n'est pas rassurant dans la mesure où on a tendance à théoriser cet état parti et que voilà, il faut ceux-là qui étaient là, qui ont fait la prison, qui ont été dans la rue, qui ont combattu, c'est ceux-là qui doivent gérer, diriger. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des nominations qui finalement n'obéissent qu'à cette logique d'appartenance politique, parce qu'on voit des gens qui sont nommés à la tête de structures où effectivement eux-mêmes certainement quand ils sont en privé ils se disent mais comment est-ce que je peux me retrouver ici, et donc ça c'est flagrant, on l'observe au quotidien. Et donc ça, ce ne sont pas des tendances qui vont nous sortir de cette société d'accaparement qui a été bien décrit par Malick Ndiaye et d'autres, mais Momar Koumba Diop, leurs essais sur le Sénégal, et Ablaye Bara Diop, etc.
etc. Donc, je pense qu'on a besoin de retourner effectivement à ces essais scientifiques pour mieux réorganiser la gouvernance politique, économique et sociale aussi, et pour que nous puissions arriver à plus d'équilibre et d'harmonie au Sénégal. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui, plus qu'avant d'ailleurs, parce que, parce que pour faire face à cette situation de crise, de rareté. Aujourd'hui plus qu'avant. Ah oui, parce que souvent ce bien dont on s'accapare devient de plus en plus rare. Les conditions pour y accéder sont difficiles. Avec, on n'a pas les moyens. L'État qui n'investit pas plus comme il faut, etc. Et voilà, même les recrutements sont même limités parce que aujourd'hui il faut gérer. Il faut gérer l'équilibre. Parce qu'on n'a pas les moyens ni les ressources d'étendre et de pouvoir créer de nouvelles opportunités. Parce que malheureusement, dans la structure budgétaire, on n'investit pas trop pour faire redécoller l'économie, mais on gère. On gère parce qu'on a des charges qui sont là, les charges salariales plus les services de la dette. Si vous les payez, presque il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de marge. Faudrait-il encore débourser dans la poche du contribuable, du pauvre contribuable sénégalais? En plus, qui sont déjà fatigués dans la précarité, maintenant continuer à subir une pression fiscale parce que la pression fiscale, je crois que sur le budget 2026 va aller à 23%. Comment on peut quitter de 13% à 23%? Comment ça va se faire? Ils disent qu'il faut élargir l'assiette fiscale et tout, il faut payer toutes formes d'impôts maintenant qui sont créées et tout, sur le foncier, alors que les Sénégalais payaient déjà suffisamment l'impôt sur les revenus, personne n'y échappe. Du moment où vous travaillez, vous passez à la caisse. S'il en restait un carrément, n'est-ce pas? La TVA, tout le monde paye. Et ça, ce sont les ménages surtout qui supportent ça, c'est ça le drame. Donc tout revient et retourne sur les ménages. Parce que je n'ai pas encore vu de stratégie, par exemple, pour exploiter les niches les plus importantes et les plus juteuses. C'est-à-dire là où on perd les parts d'impôts que doit payer le secteur privé international. Bon, je vois, il y a des choses. Par exemple, on voit les conflits avec les entreprises minières. Voilà, je pense que c'est à ce niveau qu'on peut gagner véritablement, et surtout dans la lutte contre les flux financiers illicites. Et là, je suis au regret de constater, parce que je travaillais sur ces questions-là, que les meilleurs experts qu'on avait sur ça, au niveau de la direction des impôts et domaines, sont aujourd'hui mis à l'écart, parce que tout simplement, ils sont dans d'autres camps politiques. C'est regrettable. C'est très regrettable. Et donc, je pense qu'on a besoin de ressources humaines très pointues à ce niveau, sur la fiscalité, pour surtout veiller à aux flux financiers illicites, aux pratiques d'optimisation fiscale. Oui, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on perd le plus. C'est là-bas qu'on perd le plus. Aujourd'hui, nécessité de résilience, de capacité de résilience à renouveler. On est obligé. Heureusement qu'on est un pays de croyants, parce que la résilience, il n'y a que ça qui te le permet. Le Sénégal est capable de ça, effectivement. Et fort heureusement, parce que sinon, c'est par d'autres moyens qu'on aurait réglé les problèmes. Et on ne souhaite pas que ce qui se passe ailleurs se passe chez nous ici. Mais attention, parce que on n'est pas à l'abri, parce que surtout sur ces questions de pression fiscale. Voyez-vous ce qui s'est passé par exemple, au Kenya, le pouvoir a vacillé, ils ont failli perdre le pouvoir parce qu'il y a eu des émeutes violentes, mais tout simplement parce que l'État a voulu imposer une politique fiscale qui n'était pas acceptée. Et voilà, donc faisons attention. On a vu avec cette génération Z ce qui s'est passé au Maroc, au Kenya aussi, et ailleurs. Donc attention, surtout cette jeunesse-là. Haute alerte. Merci encore, Eliman Habib Kane. Ça a été encore une fois un plaisir. Il est sociologue. Cette approche sociologique des questions de l'heure est nécessaire. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui même... Pour aller en profondeur et comprendre ce qui se joue actuellement. Et derrière ces chiffres, derrière ces statistiques, leur donner une dimension purement humaine. Je crois que la clé est à ce niveau. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on comprenne notre société. Il faut qu'on retisse les liens
Hein? Il faut, comment je peux dire, qu'il faut il faut tisser les liens encore davantage. Et ça ne peut pas passer par une véritable compréhension donc, des comportements sociaux agrégés. Et c'est à quoi les sociologues peuvent aider. Et merci encore une fois pour cette disponibilité, mais surtout cet engagement dans les décisions à prendre, cette analyse dans les mutations en cours. Ça a été encore une fois un réel plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'autres dimanches, d'autres émissions, d'autres invités. Excellente écoute, vous êtes sur la 98.5. Vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadji Malick Ndiaye. Au revoir, merci et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé